Bienvenue à toutes et à tous. Les gens continuent de se connecter. Le temps que tout le monde arrive, donc vous avez pu tester le module questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. C'est le module qui vous servira pendant toute la présentation pour poser des questions et des réponses et avoir des réponses. Donc moi je me présente, je m'appelle Ludovic, je suis salarié de la coopérative Enercop PACA et ce soir j'animerai ce webinaire. Il est enregistré, il durera maximum 1 heure et on s'engage à vous libérer à 20 h ou plus tard pour que vous puissiez continuer votre soirée. Donc merci d'être là. Le sujet du jour concerne la sobriété collective. Donc vous savez qu'Enercop n'est pas un simple fournisseur d'électricité qui achète d'un côté de l'électricité et qui la revend de l'autre en ne pensant qu'à la plus-value au milieu. Sinon l'idée serait que vous consommiez le plus possible. Les coopératives Enercop, elles se sont constituées dans l'esprit du scénario Négawatt, qui sera évoqué ce soir, je crois, et en particulier avec l'idée qu'il faut qu'on développe du renouvelable pour lutter contre le changement climatique, mais aussi et surtout d'abord, qu'on passe par des actions de sobriété et d'efficacité énergétique. Et donc ce soir, c'est de ça dont on va parler. On va parler d'un pan un peu plus précis même, qui est la sobriété collective. C'est-à-dire, en termes de sobriété, je caricature exprès, mais Barbara pourra nuancer tout à l'heure, c'est-à-dire tout sauf les éco-gestes. Et donc, Barbara, qui est directrice de Virage Énergie et qu'on remercie chaleureusement d'être là, va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Sont aussi présents derrière les PC et qui se moquent de moi, vous ne le voyez pas. Cécile, Céline, Lisa et Naël qui sont derrière les claviers et qui répondent à vos questions potentiellement par écrit, ou nous les ferons passer à Barbara et moi en direct. Et donc, pendant toute la présentation, n'hésitez pas à poser des questions via le module QR. Ça nous permettra de trier un peu les questions pour pouvoir les anticiper tout à l'heure. Comme d'habitude, on a demandé à Barbara de produire un diaporama assez court. Donc, normalement, on aura vraiment quasiment 30 minutes de questions. Pour moi, j'ai fini. Barbara, je te laisse la main. Tu peux peut-être nous dire 2 mots en introduction sur Virage Énergie et ensuite lancer ton diaporama. Merci Ludovic. Bonsoir à toutes et tous. Donc en effet, je suis directrice d'une association qui s'appelle Virage Énergie, qui est basée à Lille, dans les Hauts-de-France, et qui est une association qui est également membre du conseil d'administration d'Enercop Hauts-de-France. Donc les chiens font pas des chats. On est très proche des valeurs d'Enercop et on y contribue localement. C'est une association qui fête cette année ses 20 ans. Qui a eu une première vie qui a consisté à élaborer des scénarios de prospective énergétique et sociétale à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Donc, dans la même philosophie que les scénarios Négawatt, nous, ce qui nous intéressait, c'est de montrer qu'une transition énergétique reposant sur la sobriété et le développement des énergies renouvelables était possible en région, en étant également dans des logiques de transition écologique les plus socialement justes. Et depuis maintenant une dizaine d'années, alors on continue à faire de la prospective, mais d'une manière un peu différente puisque, on accompagne davantage les collectivités locales, notamment les échelons, communaux et intercommunaux, dans la mise en place d'actions de transition énergétique et en particulier de sobriété. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup à Virage Énergie, c'est de venir interroger, des politiques publiques qui nous permettent de réduire nos consommations de ressources naturelles et aussi de répondre, aux défis de l'urgence climatique. Et d'une manière plus générale, hein, c'est essayer de se projeter dans une société dans laquelle on consomme moins de ressources énergétiques et de se demander à quoi ça ressemblerait en termes de gouvernance, en termes d'organisation de la société, en termes de services publics et cetera et cetera. Donc aujourd'hui, on fait du conseil, de l'accompagnement, aussi de la formation, de la sensibilisation et puis, un certain nombre de, recherches-actions sur les questions de transition énergétique. Donc, à la fois, venir documenter ce qui se fait aujourd'hui en France, notamment en termes de politique de sobriété, et contribuer à l'avancée, de la recherche scientifique sur ces sujets-là. Et puis peut-être pour terminer, donc on est aussi, très investis, dans la vie, militante locale, puisqu'on occupe le siège, transition énergétique au sein du Conseil économique, social, environnemental régional des Hauts-de-France.
Donc ce soir, moi, je vais venir vous parler de réduction des consommations d'énergie, mais vraiment à l'échelle de la société. Comme l'a dit Ludovic, les éco-gestes, c'est bien, mais c'est pas suffisant et c'est important de rappeler qu'en tant qu'individu, on est aussi conditionné, par la société dans laquelle on vit. Très rapidement, juste vous rappeler qu'on vit aujourd'hui une époque où on n'a jamais autant consommé de ressources naturelles, et autant de ressources énergétiques dans l'histoire de l'humanité. 80 des ressources énergétiques consommées dans le monde sont encore des énergies fossiles, hein, à la fois du charbon, du pétrole, du gaz et la crise énergétique dans laquelle on est en train de rentrer avec, ce qui se passe, du côté du Moyen-Orient nous le rappelle, et que le défi, hein, de sortir de ces énergies fossiles et d'aller vers des énergies, décarbonées et surtout des énergies renouvelables, ne pourra pas se faire uniquement en mobilisant des solutions techniques et en changeant de ressources. Il nous faudra forcément, venir réduire nos consommations et donc ça nous interroge puisque, depuis maintenant 250 ans, on vit dans des sociétés, qui se sont habituées à cette surabondance de ressources, en tout cas, dans les pays occidentaux et qui ont aussi, développé des modes de vie, des organisations sociétales, économiques, culturelles qui sont portées par ces ressources. Donc le défi qui est en face de nous est très large et d'autant plus large qu'on n'a pas uniquement un problème environnemental, hein. On n'a pas, juste à répondre, à ce problème de réchauffement climatique. On a plein d'autres problèmes, qui sont, aussi, des problèmes, voilà, de raréfaction de certaines ressources, de problèmes d'effondrement de la biodiversité, de pollution, de la quasi-totalité, hein, maintenant des écosystèmes sur terre. Vous le savez, peut-être, on retrouve des microplastiques, aussi bien, au sommet, de l'Everest que dans les, fonds marins les plus profonds. Mais également, on fait face, à une crise, sociale, hein, dans le sens où, aujourd'hui, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes, hein. On a toujours, plusieurs milliards d'êtres humains qui, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux, qui n'ont pas accès à une nourriture de qualité, à des services, basiques, hein, comme l'accès à l'eau, à l'énergie, à des logements de qualité, mais aussi qui n'ont pas accès à des systèmes, juridiques, à des systèmes, éducatifs, à la justice sociale, à l'égalité, des genres et cetera et cetera. Donc tout l'enjeu de la transition, ça va être d'arriver à la fois, à venir, réduire les pressions que nos sociétés font exercer sur les écosystèmes, tout en répondant, à cette urgence sociale, et on est convaincu à Virage Énergie que la sobriété peut y contribuer. Donc, juste pour terminer sur ces 2 dimensions de la transition, hein, juste de rappeler que, voilà, il y aura très certainement pas de transition écologique, juste, si on n'aborde pas aussi cette dimension sociale qui est extrêmement importante et que malheureusement aujourd'hui, quand on parle de transition, énergétique, on met un peu de côté. On a une tendance à se focaliser sur les aspects uniquement techniques alors que la question énergétique, elle est extrêmement sociale, extrêmement politique. La figure que vous avez à l'écran, hein, c'est ce qu'on appelle le donut, donc issu de la théorie du donut de l'économiste Kate Raworth, qui a travaillé pour l'ONG Oxfam et qui pose ça très bien dans un livre qu'elle a écrit et qu'on reprend de manière assez fluide chez Virage Énergie pour vraiment illustrer ces deux dimensions importantes de la transition. Avant de vous parler de sobriété, j'ai envie de vous parler d'ébriété. Avant de se projeter dans un monde dans lequel on consomme, peu, en tout cas la juste quantité de ressources, naturelles dont on a besoin, il faut faire le constat qu'aujourd'hui on vit, là encore une fois dans les pays occidentaux, mais dans de plus en plus de pays, hein, en voie de développement également, dans des régimes de surconsommation de ressources et notamment de surconsommation de ressources énergétiques. C'est issu, hein, notamment, du développement d'une société de consommation, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe et en Amérique du Nord, lié à une abondance, énergétique, forte, à des prix aussi de l'énergie qui étaient assez bas, qui nous a amenés à développer, un certain aménagement du territoire, à, développer également, un usage de plus en plus fort de la voiture individuelle, à développer, des zones pavillonnaires, à entrer dans des logiques où il est possible d'habiter à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu où on va travailler, à être, assez éloigné des lieux de consommation et cetera et cetera.
et que, cette surabondance matérielle nous a fait tomber dans un état d'ébriété. Donc, là, pour filer la métaphore avec l'ébriété alcoolique, aujourd'hui, on est, dans des situations de surdépendance de nos sociétés à ces ressources, naturelles, en particulier aux ressources énergétiques. On commence à le voir, hein, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, on risque de connaître des pénuries, et quand du jour au lendemain, la ressource à laquelle on est dépendante n'est plus là, la gueule de bois est assez raide et peut faire vraiment mal. Donc l'idée derrière la sobriété, c'est aussi de venir questionner cette société de surabondance dans laquelle on est, qui a des impacts environnementaux et sociaux, je viens d'en parler, et qui surtout nous a amenés à développer un certain nombre de services, d'infrastructures, de façons de vivre, qui ne répondent pas à nos besoins fondamentaux et qui en plus, nous rendent pas forcément heureux. Donc pour la petite, hein, petit trait d'humour, vous avez cette illustration de la salle de sport américaine à laquelle on accède par des escalators. J'aurais pu prendre, plein d'autres exemples, hein, ces écrans publicitaires vidéo qui tournent 24 heures sur 24, ces stades de football, au Qatar qui sont chauffés, enfin qui sont climatisés pardon, à 16 degrés alors qu'il fait 45 degrés dehors et cetera et cetera. Il faut se rendre compte que ça n'est possible que par sur cette surabondance et que malheureusement, c'est une situation, qui n'est pas soutenable et donc ça nous interroge aussi sur, comment on pourrait rentrer dans un autre régime énergétique qui soit un régime qui soit beaucoup plus sobre. Ça soulève également la question de la répartition des ressources. On n'est pas tous égaux dans notre accès à l'énergie. Alors on n'est pas tous égaux à l'échelle internationale, hein, tous les pays, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas, les mêmes ressources sur leur sol et surtout n'ont pas, accès d'un point de vue économique, à l'ensemble des ressources et ça pose aussi des questions, au niveau, plus national, au niveau français, hein. Je rappelle que c'est un peu plus de 20 de la population qui aujourd'hui, vit en situation de précarité énergétique donc consacre plus de, 10 de ses revenus mensuels à sa facture d'énergie. Donc ça pose une vraie question, hein, voilà, comment on permet à des personnes de satisfaire, leurs besoins, fondamentaux, quand par ailleurs, on a certaines personnes, qui vivent dans des situations de surconsommation. Et donc la façon dont on envisage la sobriété à Virage Énergie, c'est de se dire qu'on a besoin de cet équilibre, et de ce rééquilibrage entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu et que l'idée, c'est d'arriver, vraiment à une juste quantité, consommée pour satisfaire les besoins de toutes et tous. Donc on est vraiment sur, cette notion de rééquilibrage, cette notion de partage, et aussi, de prendre la sobriété collective comme un moyen de faire sortir des personnes de la précarité. Ce qui va vraiment à contre-pied, hein, de la façon dont la sobriété est souvent, présentée par certains de nos dirigeants politiques ou nos journalistes, comme étant, voilà, quelque chose qui relève de l'ascèse, de la privation. Non, la sobriété, si elle est volontaire, si elle est construite, avec, voilà, l'ensemble des populations, ça peut être justement un moyen de lutter contre une précarité qui aujourd'hui, subit et qui s'exacerbe, de plus en plus dans la société française et au niveau mondial. La sobriété, ça va nécessiter du coup, de se poser une question, qui est celle de, quels sont nos besoins? Et quels sont nos besoins va amener la question de quelle quantité de ressources énergétiques j'ai besoin pour satisfaire mes besoins. C'est une question qui est assez simple et que malheureusement on se pose assez peu, aujourd'hui. Alors à la fois à l'échelle individuelle, hein, quand on a les moyens financiers de pouvoir, consommer beaucoup d'énergie, mais aussi en tant que société, mais aussi en tant qu'habitants de territoires qui, aujourd'hui, sont, souvent amenés à surconsommer les ressources. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être des choses, quand je dis des choses, hein, c'est à la fois des habitudes, des modes de vie, des infrastructures qui sont pas forcément nécessaires, qui peuvent être, voilà, accessoires, superflus, voire même inacceptables ou nuisibles, hein, On a beaucoup, d'exemples, hein, depuis quelques années de grands projets, d'aménagement, par exemple, hein, qui sont dits, grands projets inutiles. Par exemple, la construction de routes, l'agrandissement d'aéroports, la construction, voilà, je sais pas, de parcs de loisirs, dans des espaces naturels et cetera, qui sont vraiment pas indispensables, à nos sociétés et qui vont être très consommateurs. Donc, se poser la question du besoin, c'est central et puis à côté de ça, c'est se dire, comment les pouvoirs publics, par toute une série d'outils, hein, de la sensibilisation, de l'information, jusqu'à de la réglementation, qui peut amener une obligation ou une interdiction, peuvent aider
les individus, avoir des comportements, plus vertueux et peuvent surtout venir, sanctionner, des comportements nuisibles, qui vont être générateurs d'inégalités sociales et qui vont être également, générateurs de destruction de l'environnement. Donc c'est ça qui va être vraiment, au cœur de la sobriété et donc ça va nécessiter de se doter d'un certain nombre d'outils, notamment de démocratie participative, qui pourrait permettre de poser ces questions-là à l'échelle locale, puisque, la sobriété va, s'incarner de manière assez différente d'un territoire à un autre, hein. C'est clair que quand vous vivez dans un petit village en montagne, votre réalité de vie, la réalité géographique, topographique, c'est pas du tout la même que quand vous êtes au centre-ville d'une grande métropole où vous avez accès à plein de services, à plein de transports en commun et donc l'idée, ça va être vraiment de venir faire du sur-mesure et de s'interroger sur, quels sont nos besoins collectivement, à l'échelle d'un territoire et comment on y répond, le mieux possible en satisfaisant les besoins de tous, toutes et tous et en consommant le moins de ressources possible. Cette sobriété, elle, vient s'inscrire dans d'autres leviers de la transition, hein, donc Ludovic en a un petit peu parlé en introduction. Vous avez à l'écran ce qu'on appelle le triptyque négawatt, hein, donc c'est une figure, qui, vient matérialiser, les 2 grands leviers de la transition, énergétique. Donc à la fois la baisse des consommations et la couverture, des besoins énergétiques restants, par des énergies renouvelables. Donc vraiment, hein, dans une perspective de sortie du nucléaire, qui porte, voilà, une dimension très importante chez Virage Énergie et qu'on retrouve aussi chez Enercop. Et dans cette baisse des consommations, on va avoir 2 leviers. Donc il y a le levier de la sobriété qui va reposer sur, des changements de comportement humains, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective et sur l'efficacité qui va reposer, elle, sur des améliorations technologiques et techniques. Et ces 2 dimensions, sobriété, efficacité, sont complémentaires, puisque si on améliore juste la technique sans prendre en considération que derrière on a des humains qui utilisent cette technique et qui vont peut-être pas forcément avoir les bons comportements, on risque d'avoir, ce qu'on appelle des effets rebonds. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nos voitures, sont, beaucoup plus performantes d'un point de vue énergétique, hein, qu'il y a, 30-40 ans. Les moteurs consomment beaucoup moins de ressources et pourtant, on n'arrive pas du tout à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre liées à ce secteur-là, au secteur de la mobilité. Ça s'explique par le fait qu'on a des voitures qui sont plus lourdes, qui sont plus grandes, qu'on les utilise plus et surtout qu'on est moins dans ces véhicules. Donc vous pouvez avoir la technologie la plus performante du monde, si à côté vous n'avez pas les comportements qui suivent, vous perdez vos gains énergétiques. Donc le couple sobriété-efficacité est super important et juste pour terminer là-dessus, j'insiste, parce qu'on a souvent, hein, beaucoup de voilà, de discours, de récits autour de la transition qui sont très technophiles, qui sont, voilà, très liés à une croyance dans le fait que la technologie nous sauvera et en fait non, derrière la technologie, il y a bien des êtres humains et si ces êtres humains, n'adaptent pas leur comportement, ça ne peut pas fonctionner. Donc s'il fallait résumer, hein, ce qu'est la sobriété, c'est une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie et plus généralement de ressources naturelles, hein. Ce soir, on va parler beaucoup d'énergie, mais ça s'applique aussi, à la question des sols, à la question de l'eau, à la question, des minerais. Voilà, c'est vraiment un principe, qu'on peut généraliser à plein de ressources. Par des changements de comportement, de mode de vie, d'organisation collective. Donc les comportements individuels sont importants, mais le collectif, en fait, va être beaucoup plus, impactant parce qu'il va pouvoir, embarquer, beaucoup plus de monde. Volontaire et organisé, ça j'y reviendrai d'ici quelques minutes, mais nous à Virage Énergie, on plaide vraiment pour que, voilà, on ait ces instances locales de décision, de ce que devrait être la sobriété territorialisée. Et ça doit se co-construire. On ne peut pas être dans des formes de sobriété qui sont imposées, par l'État. Il faut vraiment que ce soit co-construit pour que ce soit, facilement appropriable et accepté et vraiment, faire de la sobriété la pierre angulaire de la transition en arrêtant de prendre le problème par les moyens de production dont on a besoin. En fait, c'est bien, hein, de développer des moyens de production, il y a aucun souci là-dessus, mais si en face on ne se pose pas la question de pourquoi on a besoin de ces moyens de production, en fait, c'est la fuite en avant vers, la non-atteinte de tous les objectifs, environnementaux et sociaux qu'on peut avoir.
Juste pour terminer sur ces éléments de définition, aujourd'hui, le sujet de la sobriété, il est plus uniquement porté par des ONG ou par quelques chercheurs comme il y a encore 5-6 ans. C'est un sujet qui est en train de s'institutionnaliser. Alors, il y a eu le moment un peu charnière de la crise énergétique de l'hiver 2022-2023 qui a donné voilà, une nouvelle mise en scène du sujet de sobriété, notamment dans le débat public français. Mais de vous dire que cette notion, elle est en train de s'institutionnaliser dans le sens où des grandes instances d'experts internationaux ou nationaux s'en saisissent. Et parmi les exemples assez significatifs, c'est le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, le GIEC, qui, dans son dernier rapport en 2022, pour la première fois, met en avant la sobriété comme un moyen de répondre à l'urgence climatique et présente cette sobriété comme une démarche qui permet de garantir le bien-être de tous et le respect des limites planétaires. Donc on revient bien sur le fait que la sobriété, ça ne soit pas une dégradation de la qualité de vie, mais bien au contraire un moyen de garantir le bien-être de tous et de respecter également l'environnement, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui des sociétés dans lesquelles on vit. Donc on est plutôt vers un mieux et ça va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues que peuvent avoir les personnes sur la notion de sobriété. L'hiver 2022-2023 a été clé, a été charnière, je vous rappelle qu'on était, voilà, au pied du mur avec un risque de pénurie à la fois d'électricité et de gaz en France, une augmentation des prix assez significative et l'État et les collectivités locales ont dû prendre des mesures d'urgence. Donc mettre en place, la baisse du chauffage dans les bâtiments publics, voire même fermer certains bâtiments publics, éteindre l'éclairage public et cetera et cetera. Il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place. À la fois parce que risque de pénurie, mais surtout parce que énergie, et notamment électricité et gaz très cher. Et donc c'était aussi, des questions d'économie. Donc c'est très bien, ça nous a permis de passer l'hiver 2022-2023, mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, à la veille d'une nouvelle crise énergétique, il en reste pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on derrière s'est pas mis à réfléchir à une sobriété beaucoup plus systémique, à venir interroger plus globalement le fonctionnement de nos sociétés, en se demandant où est-ce qu'on pouvait faire des économies de ressources, en se demandant peut-être aussi comment on pouvait organiser différemment les territoires, le temps, le travail, les systèmes économiques, voire même questionner nos imaginaires, ce fameux monde d'après qu'on n'a jamais vraiment vu à l'issue du Covid. Et tout ça, ça va nécessiter de la concertation, de la transversalité, de la cohérence, de la planification. Ce que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas, à l'échelle, européenne, nationale, voire même locale, de vraiment se poser cette question, des besoins territoriaux et de comment on y répond. Et malheureusement, on voit, que des nouvelles crises énergétiques arrivent, et que cette question de réinterroger finalement, le modèle de société dans lequel on vit, est toujours pas sur le devant de la scène. Donc nous, on plaide aussi beaucoup pour avoir cette vision 360 de la façon dont on consomme des ressources et de la façon dont on peut, y répondre. De manière peut-être un petit peu plus précise, quelques illustrations de sobriété, et là très collective à l'échelle de la société. Donc, comment la taille des objets, des services, des espaces répond aux besoins qu'on a. La petite illustration que vous avez là sur sobriété dimensionnelle, ce sont 2 véhicules électriques qui répondent à un même besoin de mobilité. Pourtant, elles vont pas faire la même taille, elles vont pas consommer, la même quantité de ressources ni d'électricité, et donc elles vont pas forcément répondre aux besoins de tout le monde de la même manière, Si vous êtes 5, forcément, la petite voiture individuelle est un peu compliquée, mais à l'inverse, si vous êtes tout seul, la petite voiture individuelle, peut-être qu'elle suffit et peut-être même que la marche à pied et le vélo, sont également suffisants. Donc c'est venir interroger, la taille des objets et des équipements. Là où la sobriété foncière, elle, va venir interroger davantage les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire et également la façon dont l'énergie, et en particulier le pétrole, est venu façonner les territoires français, ces 70 dernières années, avec un éclatement des fonctions où la plupart, des lieux ne sont accessibles qu'en voiture et où on se retrouve aujourd'hui, dans des modèles d'aménagement qui, à la fois, sont pas du tout adaptés au changement climatique, sont extrêmement problématiques en cas de crise énergétique et ont rendu, totalement otages de leur voiture des millions de Français qui sont ultra vulnérables à une fluctuation des prix, du pétrole et du carburant en particulier. Donc c'est vraiment le modèle d'aménagement,
générateur de mouvements sociaux, type, gilets jaunes, qui aujourd'hui est une bombe à retardement et donc derrière la sobriété foncière, c'est, s'interroger sur comment on pourrait aménager, différemment nos territoires pour, faire en sorte que les personnes puissent habiter au plus proche de leur lieu de travail et des lieux de consommation, tout en ayant une réflexion sur, une empreinte, foncière, beaucoup plus légère donc un arrêt aussi, de la bétonisation, d'espaces agricoles, d'espaces naturels. Un petit exemple de sobriété d'usage, celui de l'éclairage public. Donc vous pouvez avoir un éclairage public, hein, qui est très performant d'un point de vue technique parce qu'il fonctionne avec, des ampoules, LED et en plus, l'approvisionnement électrique se fait chez Nercop, c'est top. Mais en plus de ça, si vous éteignez entre minuit et 6 heures du matin, par exemple, en ayant au préalable consulté votre population pour savoir si ça embête personne, bah, c'est encore mieux. Et ça fait partie typiquement aujourd'hui, bah, des grandes mesures de sobriété qui ont été mises en place par, beaucoup de communes en France et sur lesquelles, il n'y a pas vraiment de contestation. Et enfin, toute la dimension conviviale, collaborative de la sobriété, avec cet exemple des Repair Cafés, hein, qui sont ces ateliers où vous avez des bénévoles qui peuvent vous aider à réparer des objets qui ne fonctionnent plus, que vous auriez jetés autrement, qui montre aussi que bah, la sobriété, c'est faire un pas de côté par rapport à une société du tout jetable, une société de la consommation. Et ça peut être aussi bah, un endroit où on va avoir davantage d'échanges de savoir-faire, de solidarité, de rencontres avec l'autre ce qui est pas du luxe dans une société dans laquelle l'individualisme prend de plus en plus de place. Globalement, faut se projeter dans une société qui est très différente, une société dans laquelle on est passé de la surabondance à la suffisance matérielle. On utilise juste ce dont on a besoin. Une société où on a peut-être réinterrogé, hein, l'organisation du territoire, mais aussi les modèles de gouvernance, où, bah, les prises de décision se font beaucoup plus locales, que ce soit pour la production énergétique, la consommation, la production alimentaire. C'est aussi une société dans laquelle on a interrogé la façon dont on travaillait, dans la façon dont on considère certaines activités comme générant de la valeur ou non. Aujourd'hui, on sait que le bénévolat, bah, permet, de faire tenir, beaucoup de territoires, beaucoup de populations, que le travail domestique, voilà, certaines responsabilités familiales ne sont pas considérées, alors qu'elles permettent aussi de faire tenir la société. Voilà, interroger tout ça, interroger le rapport au temps aussi, le rapport au loisir, le rapport à la propriété, à la vitesse, à la nature, bref. Il y a plein de choses en fait à re-questionner, sans être, hein, dans une vision, du «c'était mieux avant», mais en tout cas de faire le constat qu'aujourd'hui on a peut-être quelques organisations sociétales, qui nous bloquent un peu, dans le fait de consommer moins de ressources, et qui en plus nous rendent pas forcément, très heureux donc tout ça derrière ça peut s'incarner par des politiques publiques, par des actions, qui vont être, portées à la fois, par l'État ou les collectivités locales qui pourraient nous permettre de consommer moins de ressources et j'insiste sur le fait, que la question énergétique, on va la retrouver partout. Vous le savez sans doute, hein, mais autour de vous, il y a pas grand-chose, qui n'a pas été, produit ou arrivé jusqu'à vous, grâce au pétrole. L'électricité, elle est de plus en plus omniprésente dans la société française, et dans tous les champs d'action, en fait, des pouvoirs publics, on peut poser la question, énergétique. Quelques exemples d'actions qu'il est possible de mettre, hein, collectivement en place à l'échelle locale. Ça va être, en tout cas, notamment pour les communes et les intercommunalités, de faire en sorte que, les terres agricoles, puissent être mises à disposition, d'agriculteurs qui vont produire pour le territoire, hein, avec, des circuits courts alimentaires qui peuvent être particulièrement intéressants. Je vous donne juste un exemple, la ville d'Épinal, qui a acheté des terres agricoles sur lesquelles elle a, mis des maraîchers qui sont des agents, de la commune et tout ce qui est produit, sur ces terres agricoles est servi dans les cantines, des écoles de la ville d'Épinal. Voilà, c'est ce genre de boucles vertueuses qui permettent à la fois de réduire les consommations énergétiques liées à l'import de produits, alimentaires, qui permet aussi de soutenir, un tissu économique, local et puis, en plus, si on est sur des produits qui sont biologiques, de se prémunir de l'utilisation, de pesticides ou d'intrants qui sont d'origine, pétrolière. Et puis d'une manière plus générale, bah, c'est avoir une réflexion, sur, les produits transformés, sur une moindre consommation de protéines, animales et cetera et cetera. Il y a pas mal de choses, qui peuvent être faites.
Quand on va parler des biens de consommation, on va poser la question de la propriété, du fait que, voilà, on n'a peut-être pas tous besoin, d'avoir, chez soi, une imprimante, une perceuse, une tondeuse, à gazon et cetera, qu'on peut peut-être mutualiser certains équipements, qu'on peut peut-être aussi, avoir une autre approche, des emballages, de la gestion des déchets, que peut-être une économie dans laquelle on a moins de biens matériels peut être aussi viable. Voilà, c'est les questions d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité. J'ai parlé un peu des Repair Cafés tout à l'heure. Autre petit exemple, hein, des objets tech, outils tech, qui sont des endroits où vous pouvez, venir emprunter, pour quelques heures, quelques jours, certains équipements dont vous n'avez pas besoin, toute l'année. Avec cette petite illustration de Tipimi, qui est une objet tech à Lille, où vous pouvez venir, emprunter du matériel de bricolage, des machines à raclette, du matériel de randonnée, du matériel de ski, enfin bref, plein de choses, qui peuvent être mutualisées parce on les utilise pas tous les jours et qui réduit aussi notre empreinte, matérielle sur l'environnement. Et donc ça, typiquement, ça peut être subventionné et soutenu par les pouvoirs publics. La question de la mobilité, très intéressante aussi, hein, voilà, comment on sort du modèle du tout voiture, comment on est sur des logiques, soit d'être plusieurs dans voilà, dans une voiture, de davantage, covoiturer, d'avoir de l'autopartage, de faire aussi, de la place pour les mobilités alternatives dans l'espace public, faire de la place au vélo, faire de la place aux piétons. Développer un certain nombre d'infrastructures en fait, hein, qui vont faciliter, des alternatives à la voiture. Si vous voulez faire du vélo, mais qu'il y a pas de piste cyclable sécurisée ni de garage à vélo, ça va pas vous inciter à en faire et donc c'est là aussi où les pouvoirs publics, ont un rôle à jouer. Avec un constat, hein, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui est qu'aujourd'hui, bah, les voitures, prennent de plus en plus de place dans l'espace public parce qu'elles sont de plus en plus grandes, hein. Là, vous avez, cette comparaison entre la Ford Fiesta des années 80 et celle des années 2017. Il y a d'autres modèles de voitures qui ont émergé depuis, hein. Je pense notamment aux voitures, Tesla qui sont encore plus grandes et donc tout ça, ça interroge, voilà, sur le fait que, certes, on a peut-être des voitures qui polluent moins, mais en fait, elles polluent plus parce que, elles utilisent plus de matériaux et puis, au final, elles vont prendre aussi beaucoup plus de place dans l'espace public donc ça interroge. Et puis enfin, penser aussi peut-être des mobilités alternatives depuis, certains usagers qu'on oublie un peu. Là, c'est un petit zoom sur, la mobilité ou en tout cas la ville ou le territoire vu à hauteur d'enfant, qui peut être un axe de réflexion intéressant. Voilà, comment on fait en sorte, de proposer, des ramassages scolaires à pied ou, en Rosalie comme à Dunkerque, ce que vous avez sur l'écran. Comment on travaille aussi, l'urbanisme, l'aménagement à côté des écoles pour réduire la pollution atmosphérique avec, les politiques de rue aux enfants. Bref, il y a plein de choses à imaginer, qui peuvent, bah, permettre, de réduire les consommations énergétiques, la place de la voiture, mais aussi remettre la qualité de vie et la santé au cœur du débat, public et vraiment, bah, travailler, sur des espaces de meilleure qualité. Dernière dimension, exemple, la question des bâtiments, la question de l'urbanisme, comment on intensifie l'usage, de certains bâtiments et notamment de bâtiments publics, hein, l'exemple, qu'on prend souvent, c'est celui des cantines scolaires qui servent que quelques heures, par, jour, alors qu'on pourrait intensifier leurs usages en, pouvant, prêter quelques salles à des associations, en soirée, le week-end. Comment on remet aussi, sur le marché, du logement, les, millions de mètres carrés de bureaux qu'on a en France qui sont inoccupés? Comment on lutte contre, le logement vacant? Comment on s'occupe aussi du vieillissement de la population? Dans un contexte aussi de crise du logement, voilà, avec des personnes, vieillissantes qui sont seules chez elles et de l'autre côté, des jeunes qui ont du mal à trouver du logement. Bref, il y a plein de choses à faire pour collectivement s'organiser et limiter la construction de bâtiments neufs en remobilisant, ce qu'on peut déjà avoir, d'existant. Et tout ça, bah, ça va nous permettre, d'économiser à la fois de l'argent, parce qu'on va consommer moins d'énergie et donc, bah, forcément l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, hein, Enercoop, nous le rappelle assez souvent. Amélioration aussi de la qualité environnementale, amélioration de la santé, renforcement des liens sociaux, bref, il y a plein de co-bénéfices à la sobriété, qui serait aussi intéressant de mettre en avant pour montrer que, bah, on a, pas grand chose à perdre en fait, à essayer de mettre en place cette sobriété.
Pour terminer, quelques derniers petits arguments. Vous dire que, aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas convaincues de cette sobriété, ben, on peut les renvoyer, hein, à quelques exemples, de mise en place de mesures politiques qui avaient fait, pas mal de bruit à l'époque où elles ont été, implémentées et qui aujourd'hui, suscitent plus vraiment de débat. Les politiques de sécurité routière au début des années 70, vous, avez, plein de vidéos sur le site de l'INA, où vous avez, voilà, des Français qui sont scandalisés qu'on les oblige à porter une ceinture de sécurité et à ralentir sur les routes. Bon, aujourd'hui, il y a plus grand monde qui se plaint de l'obligation du port de la ceinture de sécurité et puis la même chose sur des politiques sanitaires, d'interdiction, du tabac, dans, les transports, dans les bars, dans les lieux publics, qui, un peu plus de 10 ans, même bientôt 15 ans après leur mise en place, là aussi ne font plus beaucoup, débat. Donc c'est aussi, une manière de montrer que, l'acceptabilité sociale de certaines mesures à un instant T peut être, présentée comme étant un peu difficile et en même temps, quand on est dans une perspective d'intérêt général, d'amélioration de la santé, de réduction de la consommation de certaines ressources, dans des logiques aussi de faire face à des pénuries, bah, avec le temps, ça devient totalement acceptable donc il y a pas de fatalité en fait. La sobriété, elle peut être totalement acceptée. Et ce qui le montre notamment, hein, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu entre 2020 et 2021, où on a tiré au sort 150 Français, on les a formés aux enjeux environnementaux et les propositions qui sont ressorties de leurs travaux, ce sont des propositions de sobriété. Donc quand on entend, hein, certains de nos décideurs nous dire que, bah, non, les Français sont pas prêts et la sobriété enfin non, on peut pas rentrer dans des sociétés, de privation, de décroissance, bah, en fait, quand on pose la question aux gens, on se rend compte que, si ça se fait dans des conditions, de justice sociale, de juste répartition des ressources entre les personnes et que ça améliore la qualité de vie, c'est tout à fait acceptable. Donc on plaide aussi pour que, on pose cette question, aux Français, dans leur territoire et qu'on crée ces instances, de débat local autour de la sobriété. Quelques derniers petits points, en cas de crise et là, très clairement, on est en train de rentrer dans une crise énergétique, bah, la sobriété, ça permet de se rendre, beaucoup plus robuste et beaucoup moins vulnérable. De rappeler que dans les années 70, on a eu des chocs pétroliers qui ont permis des vraies bascules dans certains pays, hein. Je pense notamment aux Pays-Bas où vous aviez une interdiction d'utiliser la voiture le dimanche et juste de vous dire que ces mesures-là, elles sont en train d'être remises en place, notamment dans certains pays, d'Asie du Sud-Est. Voilà et aux Pays-Bas, ce que ça a eu comme conséquence, c'est derrière un soutien très fort, aux mobilités, alternatives et notamment au vélo. Heu, Également parce qu'il y avait des questions de sécurité routière, qui se posaient et juste de vous dire qu'il y a pas de fatalité, en fait. Au début des années 70, les Hollandais, prenaient autant la voiture que les Français, mais c'est à la faveur d'une crise et d'un soutien des politiques et des pouvoirs publics à destination de ce mode de vélo de ce mode de transport qu'aujourd'hui c'est le succès qu'on connaît. Donc vraiment aussi prendre ces crises comme des opportunités pour mettre en avant un certain nombre de mesures et pousser certains, changements de comportement et les faire perdurer, dans le temps. La question aussi des transformations, qui pourraient être associées à une moindre consommation de ressources, donc comment nos paysages sont amenés à évoluer. Si demain, il y a 50 de voitures en moins, si, on réutilise tous les bâtiments qui sont inoccupés, si on prend aussi, hein, le fait de changer les imaginaires avec, le développement des renouvelables. Les renouvelables, bah, forcément, ça se voit beaucoup plus dans le paysage que des ressources fossiles qui sont importées à l'autre bout du monde. Donc voilà, tout ça, ça va transformer les territoires et donc ça peut être aussi l'occasion, d'imaginer à quoi ça ressemble et d'en faire aussi quelque chose de désirable. Partons du constat qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires, hein, qui font partie de ce qu'on appelle la France moche, hein, ces entrées de ville avec des centres commerciaux, ces entrepôts logistiques, ces zones pavillonnaires qui se ressemblent toutes, aux 4 coins de la France. Bon, c'est des choses qui aujourd'hui sont pas forcément ultra désirables et avec la sobriété, peut-être que ça pourrait ressembler à autre chose. Et peut-être ça pourrait ressembler à autre chose, bah, aujourd'hui, il faut qu'on construise ensemble, parce qu'on baigne dans des récits, des imaginaires de surconsommation. On nous dit que pour être heureux, il faut acheter, le dernier produit ou partir à l'autre bout du monde en vacances. On a également des imaginaires, voilà, de puissance, de vitesse, richesse qui nous sont, injectés, à longueur de journée dans le cerveau et pourtant, quand on demande aux Français, voilà, ce qui est important pour eux dans leur vie, bah, c'est des choses qui sont assez immatérielles. C'est la famille, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est trouver du sens dans son travail. Et donc il y a aussi cet enjeu, bah, rendre la sobriété,
heu, désirable dans le sens où, aujourd'hui, bah, l'ébriété, elle est pas désirable, quoi et donc elle est peut-être aussi à l'encontre encore, d'imaginaires ou, d'idées reçues sur la sobriété qui voudraient, que ce soit, forcément triste. Non, pas du tout. On peut très bien se réaliser dans la sobriété si on est, comme je l'ai déjà dit, dans une logique, de justice sociale et de juste répartition des ressources entre toutes et tous. Voilà, pour, cette petite introduction à la notion de sobriété. Sobriété collective, merci Barbara. Le pari est quasi gagné. Il nous reste 20 minutes pour répondre aux questions. On a une dizaine déjà dans la liste. Il y en a peut-être qui vont arriver encore, donc il faut qu'on arrive à faire des réponses courtes et je vais les prendre dans le désordre. Je vais commencer par la question de Francis, qui résonne un peu avec ce que tu viens de dire. Il nous demande, est-ce qu'il y a des mots ou des concepts à éviter, à ne pas développer pour pouvoir engager sereinement de la pédagogie sur la sobriété? Voilà. Alors ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Je pense, voilà, aussi bien à des élus que des décideurs économiques ou même des citoyens. Il y en a pour qui le mot sobriété, ça pose aucun souci. Qui voient, très bien de quoi on parle et à qui ça va bien. Il y en a d'autres, pour qui le mot est vraiment, repoussoir et donc là, moi j'ai pas de problème, à utiliser d'autres termes, hein. Se pose aujourd'hui la question, notamment quand on va aller sur des territoires où on a des élus qui sont pas forcément, très convaincus de la transition, énergétique, leur parler, de souveraineté énergétique, de sécurité climatique, de sécurité sanitaire. Moi, j'ai pas du tout de problème à le faire. Voilà, si c'est des mots qui leur évitent d'avoir peur, et l'important, c'est le résultat, en fait. Si vous faites de la sobriété sans la nommer, que vous réduisez vos consommations de ressources, bah, il y a pas de souci, il faut pas rester bloqué sur le terme. Ok, super, merci. Et dans un autre genre, mais c'est des questions très générales, tu as parlé à un moment de temps long de planification. Il y Mmh. a Isabelle qui nous demande, en fait, c'est quoi temps long? C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est quoi le temps long? Bah, le temps long, c'est déjà, le temps d'un mandat, local, par exemple. C'est à l'échelle de 6 ans, comment on se pose la première année pour planifier, ce qui va se passer dans les 5 ans restants. C'est peut-être se projeter, bah, à des échéances à plus 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais tout en essayant de se dire qu'il y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que quand on va mettre en place certaines mesures, on va tout faire, notamment, hein, sur des mesures de sobriété pour qu'à un moment donné, on change pas, de direction et qu'on se dise: «Bon, bah, finalement, le climat, on s'en fout, les ressources, on s'en fout, c'est la fin du monde de toute façon» et puis on tombe dans un nouveau régime de prédation, au niveau international et cetera et cetera. C'est malheureusement ce qu'on est en train de vivre. Et l'idée du temps long, c'est aussi de fixer un cap, en fait. Derrière la planification, c'est pas tant de se dire, «C'est comme ça et ce sera pas autrement», mais c'est de se poser la question de comment on s'organise, comment on vient lisser aussi, hein, des questions très pratico-pratiques, mais des questions d'investissement financier, et comment on met aussi en avant le coût de l'inaction. Ça aussi, c'est super important, hein, en gros, ce qu'on fait pas aujourd'hui en 2026, bah, combien ça va nous coûter en 2040? Et malheureusement, ce rapport au temps, il est très complexe, hein, aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, parce qu'à la fois, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, et en même temps, si on ne se projette pas à plus, 20 ans, 30 ans, on navigue à vue, en fait. Et ce manque de vision, malheureusement, aujourd'hui, il est très présent chez beaucoup de nos dirigeants et c'est aussi ça qui fait que, bah, on peut patiner et on peut même revenir en arrière, sans penser que c'est trop, trop grave sur les questions environnementales alors que ça l'est énormément. Super, merci. Je détourne une question de Ted qui était plutôt concentrée sur le département et les ENR, mais qui a quand même le mérite de pouvoir discuter d'échelle. Est-ce qu'il y a une échelle particulière pour agir en termes de sobriété collective? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la commune? L'État? Alors toutes les échelles sont pertinentes et il va falloir travailler à toutes les échelles, hein, en ajoutant les échelons, européens et internationaux parce qu'on a aussi des réglementations qui se décident à cet endroit-là. Aujourd'hui, en termes de compétences et de moyens,
nous, à Virage Énergie, l'échelon qui nous semble le plus pertinent, c'est celui de l'intercommunalité. Parce qu'on a des leviers en termes d'aménagement du territoire, on a aussi voilà, des leviers en termes de développement économique, de transition énergétique, hein. Les plans climat, ça se décide à cette échelle-là. Et une autre échelle aussi qui est très stratégique, c'est celle de la région, où là aussi, bah, vous allez avoir les grandes politiques ferroviaires, les grands cadres en termes de transition énergétique et climatique, hein. Ce sont les régions en France qui sont responsables, qui sont chefs de file sur ces sujets-là. Donc ces différentes échelles sont particulièrement importantes et en même temps, j'ai envie de vous dire que l'échelle du quartier ou l'échelle de la commune est aussi très très important parce que c'est l'échelle du quotidien. Ça va être l'échelle des gens que vous connaissez, des gens à qui vous parlez. Et donc toute la difficulté, c'est aussi cette articulation entre les différentes échelles. La différence aussi, enfin peut-être entre des ordres de grandeur, c'est-à-dire que, voilà, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, on va se dire: «Bon, bah, finalement, nous, on consomme pas tant de ressources, ça va» et quand on dézoome un petit peu, bah, on se rend compte que, il y a quand même pas mal de choses, qu'on consomme qui vient de l'autre bout de la France, voire de l'autre bout de l'Europe ou du monde. Donc c'est un travail permanent de zoom, dézoom mais très clairement déjà, si on s'intéresse à l'échelle intercommunale et régionale, on peut faire énormément de choses. Super, merci. Une question où potentiellement faut se mouiller. Alors je sais pas, je la pose quand même. Mmh. Il y a Martine qui nous demande si, d'après toi, la PPE a pris en compte euh, les questions d'enjeux, enfin les enjeux de sobriété. Donc la PPE, c'est un plan pluriannuel de l'énergie qui est sorti récemment. Est-ce que c'est des dimensions qui sont prises en compte dans ces plans ou c'est vraiment pure production d'énergie? Et Alors si la tu sais pas, ouais, non, je ouais. sais, je peux y répondre. La programmation pluriannuelle de l'énergie, donc c'est un document qui est ultra important parce que c'est la feuille de route de l'État français, sur les 10 ans qui viennent, en termes de développement de moyens de production énergétique, donc à la fois, renouvelables, mais aussi, d'autres sources, hein, fossiles ou nucléaires. Donc ils vont, mobiliser un certain nombre, d'investissements, donc c'est ultra stratégique et ce document-là, fixe aussi des objectifs de baisse des consommations de ressources, puisque l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est bien de venir répondre aussi aux enjeux de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, dans le document de la PPE, la sobriété est mentionnée, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'elle prenne une place beaucoup plus importante, notamment dans les suites de la crise énergétique de 2022-2023, qui a montré, bah, que l'État français et pas que l'État français, hein, beaucoup de pays développés, étaient, très vulnérables à des risques de pénurie, et qu'aujourd'hui, le fait que ce sujet-là soit, peu présent, ou en tout cas aurait pu être plus présent dans ce document, envoie un signal aussi au territoire, hein, puisque, finalement, c'est pas que l'État qui va mettre en place cette programmation, ça va être surtout, bah, tous les niveaux de collectivités locales, hein, de la région à la commune. Ça envoie aussi le signal que, la transition énergétique, c'est avant tout du développement de moyens de production et on interroge assez peu la baisse des consommations. Donc en effet, il y a un loupé et qui est d'autant plus inquiétant, hein, que, en tout cas le gouvernement français à l'heure actuelle dit que la solution pour la transition, c'est d'électrifier. Il faut électrifier, électrifier, électrifier. Alors, on est d'accord qu'électrifier, c'est un moyen, de sortir, de la dépendance, au gaz, au pétrole et puis, ça fait vivre, des petites entreprises, comme Enercop. Mais si on ne se pose pas la question de pourquoi on a besoin d'électrifier et est-ce qu'on a forcément, besoin d'énergie, en tout cas de ressources ultra importantes, pour satisfaire, tous nos besoins à l'échelle nationale, on passe à côté de la question et malheureusement dans les débats parlementaires qu'on a eus autour, hein, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a eu énormément d'attaques contre les renouvelables, mais on a eu aussi une absence totale de discussion autour, des niveaux de consommation énergétique des Français et on n'a pas non plus parlé de la lutte contre la précarité. Donc en effet, ce document aujourd'hui, il est, en tout cas, pour un certain nombre d'ONG en France, il n'est pas assez satisfaisant, et il est passé encore une fois à côté de la dimension ultra sociale et ultra politique de la question énergétique. Merci. On a plusieurs questions que je vais essayer de rassembler sur soit des exemples concrets, soit de la planification. Donc, on a Dominique qui nous dit, sans forcément faire un inventaire, mais est-ce qu'on a des exemples de plans concrets de sobriété énergétique sur un territoire avec des résultats
qui donne envie d'aller voir ce qui se fait à cet endroit, ou pas forcément un plan, mais une opération concertée. Ça, c'est René, mobilisant quelques acteurs locaux, collèges, lycées, et qui pour toi a eu un fort impact. Ou carrément Jean-Marie qui nous dit une vue d'ensemble de différents scénarios qui seraient intéressants à aller voir du point de vue sobriété. Alors, ce sujet de la sobriété, il est assez nouveau pour un certain nombre de collectivités. Heu, les questions des éco-gestes, les questions de faire attention, voilà, au chauffage, à l'éclairage public, ça, c'est des choses qui commencent à être assez répandues, mais avoir une vision vraiment stratégique, de comment on peut, baisser nos consommations de ressources à l'échelle d'un territoire, quels moyens on se donne, et comment on mobilise, l'ensemble de la population, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ceci étant dit, aujourd'hui, vous avez pas mal d'expérimentations qui sont, accompagnées par l'ADEME, d'une dizaine de collectivités locales en France qui sont en train de tester, la mise en place justement de stratégies de sobriété. Pour vous donner, quelques exemples, hein, nous actuellement, on est en train d'accompagner, 3 collectivités en Bretagne, Lamballe-Terre-et-Mer, la communauté de communes Pays d'Iroise et Brest Métropole, pour ne pas les citer, pour essayer, justement de voir comment on peut mettre en marche, des techniciens, des élus, des acteurs locaux, pour développer une vision, collective de la sobriété. Je peux vous renvoyer sur le site de l'ADEME, ils ont, ce qu'on appelle la librairie ADEME. Si vous tapez le mot-clé sobriété territoire, vous allez récupérer, plein de guides, plein de retours d'expérience, qui vous donnent à voir, ce à quoi ça ressemble. Et puis peut-être pour vous donner, allez, 2 exemples concrets, de politiques de sobriété, qui sont assez chouettes et vous montrer à quel point c'est un sujet qui est très large. Il y a un retour d'expérience que j'aime beaucoup, moi, qui est celui du bureau des temps, de la ville de Rennes, la métropole de Rennes. Le bureau des temps, c'est quoi? C'est un service de la collectivité qui s'intéresse au temps de la ville. Donc qui s'intéresse, aux horaires auxquels les services publics vont être ouverts, aux horaires auxquels on va, constater des pics de fréquentation des transports en commun. Voilà, à la façon dont les personnes vivent sur le territoire et à la façon dont le temps, est organisé. Sachant que le temps est organisé en France autour, des horaires de l'école et puis du 35 heures, 37 heures semaine avec, en gros pour le dire vite, le, 8 heures 17 heures qui s'applique à beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce bureau des temps analysait que, l'une des 2, enfin, en tout cas à l'époque, la ligne de métro, de Rennes, puisque maintenant il y en a 2, saturait entre 8 heures et 9 heures du matin parce qu'elle desservait notamment, plusieurs écoles, plusieurs universités, plusieurs, zones d'emploi et que ça allait nécessiter la construction d'une deuxième ligne de métro. Et la solution qui a été trouvée, c'est une solution qui a été organisationnelle, qui a consisté à demander au recteur de l'université de Rennes de décaler de 15 minutes, le démarrage et la fin des cours pour, les étudiants de l'université, ce qui a, entraîné un décalage de plus de 15 ans dans le temps, heu, de nécessité de construire une seconde ligne. Et donc ça, c'est un exemple en fait de, comment une politique aussi de sobriété, dans le sens où c'est vraiment organisationnel, ça, nécessite pas de ressources matérielles, peut venir répondre à une problématique, pour le coup, de surfréquentation de transports en commun. Donc ça, c'est un premier exemple et puis un second exemple, ça peut être, voilà, des opérations, d'habitat partagé, donc voilà, de soutien à plusieurs ménages, plusieurs personnes qui vont décider, de construire collectivement une résidence et de partager certaines pièces, et ce modèle, voilà, de l'habitat partagé, aujourd'hui, on le retrouve de plus en plus, transposé, pour des personnes, âgées, où on va avoir, des résidences dans lesquelles chaque personne vont avoir leur appartement, mais elles vont avoir des grandes pièces, chambres d'amis, parfois cuisine ou salon qui sont mutualisés et ça répond à la fois à l'isolement, des personnes âgées et ça permet aussi, aux professionnels de santé, de parfois voir, sur un même lieu, plusieurs, dizaines de personnes âgées, là où avant, elles devaient faire, des tournées et cetera et cetera. Donc ça, c'est quelques exemples. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, on en a aussi beaucoup sur le site de Virage Énergie. On fait souvent des retours d'expérience, avec, plein d'exemples. Donc
on peut en documenter plein aujourd'hui des politiques de sobriété en France, mais comme je vous le disais, vous n'avez pas l'exemple de la collectivité qui a mis en place une stratégie, un plan d'action et qui est sobre sur tous les aspects. Ça, malheureusement, ça n'existe pas encore, mais avec des acteurs voilà, comme l'ADEME et d'autres, on essaye d'y travailler. Merci. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de prendre trois, quatre questions en mode rapide. Une peut-être qui peut aller vite. C'est Martine qui demande si Virage Énergie, au-delà d'aller du coup intervenir en Bretagne ou ailleurs, est-ce qu'il y a des antennes dans d'autres régions? Ce qui l'intéresse, c'est Pays de la Loire, elle, Mhm. mais ou des structures cousines, Ouais. peut-être. Eh ben, il se trouve qu'on a une cousine en Pays de la Loire, Virage Énergie Pays de la Loire. Donc, il y en a également, il y a un Virage Énergie en Centre-Val de Loire et il y en a un aussi dans le Berry. Très rapidement, pour la petite histoire, il y a plusieurs associations Virage Énergie qui sont apparues à la fin des années 2010 dans différentes régions. Donc, des collectifs de citoyens qui voulaient faire des scénarios de prospective. Malheureusement, on n'a pas tous eu le même développement parce qu'on n'a pas tous bénéficié du même soutien des conseils régionaux qui n'étaient pas tous du même bord politique. Donc voilà, vous pouvez retrouver nos cousines dans ces quelques régions. Sinon aussi, hein, vous avez des acteurs qui font des choses assez similaires à ce que nous on fait, que sont les agences locales de l'énergie et du climat qui sont des associations qui sont soutenues par les collectivités locales pour apporter du conseil neutre et sérieux aux habitants sur les questions voilà, de transition écologique et énergétique. Et puis, vous avez des associations plus nationales. Hein, je pense au réseau Action Climat, qui, au-delà d'être une association qui fait des études extrêmement intéressantes sur plein de sujets liés à l'énergie et au climat, c'est aussi un réseau d'une cinquantaine d'ONG en France qui travaillent sur les questions environnementales. Donc, je vous renvoie vers le site de Réseau Action Climat. Là, vous trouverez des listes aussi par région et vous verrez toutes les structures qui travaillent sur ces sujets. Super. En mode ressources, peut-être une question d'Éric. Alors, on m'a noté philosophie plus plus. Alors, il faut peut-être pas rentrer dans un truc philosophique à 3 minutes avant qu'on finisse, mais quand même, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des canaux, des sites internet, euh, je sais pas, des comptes sur les réseaux sociaux, enfin peu importe quoi, des bouquins qui nous permettraient de nourrir ou de façonner nos imaginaires sur les questions de sobriété, de sobriété, pardon. Alors oui, il y a pas mal, je vais pas vous faire la bibliographie là, mais il y a pas mal, enfin de plus en plus d'ouvrages de science-fiction et pas que de science-fiction, en fait, aussi juste de projection dans le futur qui sont assez intéressants. Je vous recommande un livre qui s'appelle Droit à la paresse, non, qui s'appelle Paresse pour tous, d'Adrien Klent, Klent, qui raconte en fait l'histoire d'un mec qui se présente aux élections présidentielles en France avec un programme de travailler 4 heures par semaine. Voilà. Je vous raconte pas la suite, mais ça parle beaucoup de sobriété, ça parle beaucoup de ressources, et c'est pour moi en fait à cet endroit-là qu'on peut trouver vraiment des récits qui sont alternatifs. Alors aujourd'hui, c'est pas tant dans le cinéma parce qu'on a quand même beaucoup de récits de sobriété qui sont ultra caricaturaux, mais dans la littérature, on a des choses assez intéressantes. Et donc, le Adrien Klent en question, il a fait trois, quatre bouquins qui sont aussi dans la suite de ça et qui peuvent être aujourd'hui assez intéressants et qui sont voilà, un peu à contre-courant aussi de grands auteurs de science-fiction. Je pense voilà, des gens comme Alain Damasio, alors qui nous aident à penser le futur, c'est super, mais parfois les visions dystopiques, c'est un peu fatigant et démoralisant. Donc, ma recommandation, c'est Adrien Klent. Et puis sinon, je vous en renvoie aussi vers les travaux de l'ADEME, hein. Si vous tapez ADEME récit imaginaire dans votre moteur de recherche préféré, bah, vous verrez qu'il y a pas mal de propositions qui sont faites et qui peuvent être assez intéressantes. Super, il nous reste 1 minute et je tente quand même la question qui pourrait nous prendre plus d'1 minute. Mais en fait, comme je vois que tu es hyper forte, ça va marcher. C'est une question de Céline en plus. Ah là Du là. coup, potentiellement, tu pourras aller lui répondre en Bien direct, mais sûr. ça m'intéresse quand même. En gros, comment favoriser le développement d'actions au service de la sobriété collective dans ma commune? Et donc, en fait, à part aller voir son maire et Ouais. essayer de faire du lobbying, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire?
Et ben, c'est déjà d'aller voir son maire parce qu'on est en début de mandat et c'est peut-être important, voilà, de se manifester sur ces sujets-là. Il y a un super outil que Virage Énergie a, coélaboré il y a maintenant quelques années avec Énergie Partagée, qui s'appelle Sobriété Partagée, qui est un serious game qui permet de poser ces questions-là, qui peuvent être assez intéressants à faire, entre amis, entre voisins, à l'échelle de collectifs, citoyens. Et puis ensuite, bah, c'est peut-être déjà regarder, ce qui se fait sur votre commune. Il y a peut-être des politiques de sobriété qui existent et qui sont pas, présentées comme telles ou, bah, d'aller regarder justement, d'aller vous inspirer, dans toutes les ressources, qu'on a mentionnées, pour voir s'il y a pas des choses qui pourraient être mises en place à l'échelle locale. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans le bon moment, début de mandat, pour aller faire un petit coucou, aux nouveaux exécutifs locaux et dire que ce sujet-là, il est super important, super stratégique et qu'on peut pas passer à côté. Eh ben super, vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette présentation. Euh, j'ai même pas de futur webinaire à vous annoncer puisque en fait le cycle qu'on avait commencé est terminé. On essaye de faire ça plutôt sur les heures d'hiver, donc vous pouvez désormais sortir de vos grottes et on va se voir en vrai. Voilà. Merci à tous les salariés qui étaient derrière leur ordi pour répondre à vos questions par écrit. Merci à vous pour votre participation et à vos questions. Euh, la vidéo sera disponible dans quelques jours sur le village, qui est le réseau social un peu des sociétaires. Et vous pouvez aussi trouver les vidéos des webinaires précédents. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de se voir vraiment en vrai bientôt. Et vraiment, merci beaucoup, Barbara, pour cette intervention et le temps que tu y as passé. Merci Merci à à tout le toutes et à monde. tous. Bonne soirée.